Springfield, Illinois, avril 1846. George Donner regarde une dernière fois sa maison avant de la fermer définitivement. À 60 ans, cet homme prospère a tout quitté pour un rêve. Rejoindre la Californie, cette terre promise où coule le lait et le miel. Avec son frère Jacob et son ami James Reed, il a convaincu 87 personnes de tout abandonner pour cette aventure de 2500 km à travers l'Amérique sauvage. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de signer leur arrêt de mort. L'annonce dans la gazette locale était séduisante. Vers l'ouest, qui veut aller en Californie sans que cela ne lui coûte rien? 8 jeunes hommes de bonne moralité capables de conduire un attelage de bœuf seront accueillis. Signé G. Donné. Cette publicité a attiré des familles entières, des célibataires aventureux, des fermiers en quête de nouvelles terres. Personne n'imaginait que cette expédition deviendrait l'une des tragédies les plus horrifiques de la conquête de l'Ouest américain. James Reed, homme d'affaires de 45 ans, a investi une fortune dans cette expédition. Il a fait construire un wagon spécial à 2 étages, équipé d'un poêle en fer et de couchettes confortables. Les gens l'appellent le Palais des Pionniers. Sa femme Margaret, malade de tuberculose, voyage avec leurs 4 enfants, dont la petite Virginia, 13 ans, qui tiendra un journal détaillé de leur calvaire. Reed ne sait pas encore qu'il sera banni du groupe avant même d'atteindre les montagnes. La famille Donner compte 16 membres au total. George voyage avec sa 3e épouse Tamsen, institutrice cultivée de 45 ans qui rêve d'ouvrir une école pour filles en Californie. Elle collectionne les spécimens botaniques le long du chemin, transformant ce voyage en aventure éducative. Jacob Donner, lui, emmène sa femme Elizabeth et leurs 7 enfants. Aucun d'eux ne survivra à l'hiver qui les attend. Le 12 mai 1846, la caravane quitte Independence, Missouri, dernier avant-poste de la civilisation. C'est déjà tard dans la saison. Les convois intelligents partent en avril pour éviter les neiges précoces des montagnes californiennes. Mais les Donner ont pris du retard. Retard qui leur sera fatal. Ils sont le dernier grand convoi de l'année 1846. Le groupe compte 20 wagons tirés par des bœufs, des mules et des chevaux. Les familles ont emporté leurs biens les plus précieux, vaisselle en porcelaine, meubles en acajou, livres et même un piano pour les Reed. Ces objets de luxe deviendront rapidement un fardeau mortel quand il faudra alléger les wagons. Virginia Reed écrit dans son journal « Notre wagon est si lourd qu'il s'enfonce dans la boue jusqu'aux essieux. Elle ne sait pas encore qu'elle devra tout abandonner pour survivre. La route habituelle vers la Californie passe par Fort Hall, dans l'Idaho, puis serpente à travers le Nevada avant de franchir la Sierra Nevada. C'est un chemin long mais sûr, testé par des milliers de pionniers. Le voyage prend normalement 4 à 6 mois selon les conditions météorologiques. Mais les Donner vont faire un choix qui transformera leur aventure en cauchemar. Parmi les membres du groupe, on trouve aussi des équipes d'hommes célibataires, conducteurs de wagons, guides, ouvriers agricoles. Ils travaillent pour gagner leur passage vers l'ouest. Beaucoup ne reverront jamais leur famille. Il y a aussi des immigrants allemands, comme Lewis Kesselberg, qui deviendra plus tard le symbole du cannibalisme de l'expédition. Kesselberg voyage avec sa femme Philippine et leurs 2 enfants. Cet homme dur et querelleur sera le dernier survivant trouvé dans les camps de la mort. Après 6 semaines de voyage et 1000 km parcourus, la caravane atteint Fort Laramie dans le Wyoming. C'est là que tout bascule. James Kleiman, un explorateur expérimenté qui revient de Californie, reconnaît James Reed. Il l'avertit avec insistance. « Ne prenez surtout pas le raccourci Hastings. J'en arrive. C'est un piège mortel pour les wagons. » Mais Reed et les Donner ont déjà pris leur décision. Ils ont lu le guide de Lansford Hastings, guide de l'émigrant vers l'Oregon et la Californie, publié en 1845. Hastings y vantait un raccourci révolutionnaire qui économiserait 500 km et plusieurs semaines de voyage. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'a jamais testé cette route avec des wagons. Il l'a parcourue uniquement à cheval, sans comprendre les difficultés que rencontreraient des familles entières avec leurs biens. Le 20 juillet 1846, au point de séparation près de Fort Laramie, la plupart des wagons continuent vers le nord en direction de Fort Hall, mais 20 wagons font le choix fatal de tourner vers le sud-ouest. Les Donner,
Les Reed, les Grave, les Murphy et d'autres familles s'engagent sur ce qui sera appelé le raccourci Hastings. Ils pensent gagner du temps. Ils viennent de condamner la moitié d'entre eux à une mort atroce. Edwin Bryant, journaliste, qui voyage avec un groupe de cavaliers, essaie lui aussi de les dissuader. Il laisse même une lettre d'avertissement à Fort Bridger pour James Reed. Mais James Bridger et Louis Vasquez, propriétaires du fort, cachent cette lettre. Ils ont intérêt à ce que les pionniers prennent le raccourci. Cela fait passer plus de clients par leur comptoir commercial. Cette cupidité condamne 42 personnes à mort. Fort Bridger, dans le Wyoming, marque le début de leur descente aux enfers. Hastings leur a promis de les guider personnellement, mais quand ils arrivent le 28 juillet, il est déjà parti avec un groupe précédent. Il laisse un message vague. « Suivez mes traces ». Le problème, c'est que ces traces mènent dans les montagnes Wasatch, un labyrinthe de canyons rocheux impraticables pour des wagons familiaux. Hastings a emmené le groupe précédent par le canyon Weber, mais ces wagons se sont à peine sortis de ce piège de pierre. Pour les donneurs, il recommande une route meilleure, ouvrir une piste entièrement nouvelle à travers le canyon Émigration. Reed part à cheval rattraper Hastings pour obtenir des directions précises. Hastings l'emmène au sommet du Big Mountain et lui montre vaguement la direction à suivre. Puis il repart, abandonnant 87 personnes dans une nature hostile qu'aucun wagon n'a jamais traversée. Ce qui suit défie l'imagination. Les hommes doivent tailler une route à travers une forêt vierge d'arbres géants. Ils abattent des pins de 2 mètres de diamètre, déplacent des rochers lourds, comblent des ravins. Virginia Reed écrit « Il a fallu 6 jours aux hommes pour ouvrir une piste de seulement 20 km. 6 jours perdus alors que l'hiver approche. Les enfants pleurent, les femmes désespèrent, les bœufs s'épuisent. Les familles commencent à manquer de nourriture. Elles avaient prévu des provisions pour 4 mois maximum, mais le raccourci leur a déjà fait perdre 3 semaines précieuses. Les bœufs sont si fatigués qu'ils peinent à tirer les wagons même sur terrain plat. Certaines familles commencent à abandonner leurs biens les plus lourds. Meubles, livres, outils. La route devient un cimetière d'objets personnels que d'autres récupéreront plus tard comme trophées macabres. Fin août 1846, l'expédition atteint enfin la vallée du Grand Lac Salé. Devant eux s'étend le grand désert de sel, une plaine blanche, aveuglante de 130 km sans une goutte d'eau potable. Hastings leur avait promis une traversée de 2 jours. La réalité sera bien différente. La surface du désert ressemble à de la neige, mais c'est une croûte de sel qui cède sous le poids des wagons. Les roues s'enfoncent dans une boue salée qui colle comme de la glu. Les bœufs, déjà affaiblis, tirent la langue sous un soleil de plomb. La température dépasse 40 degrés Celsius le jour et chute brutalement la nuit. Les familles sont contraintes de voyager dans l'obscurité pour éviter la chaleur mortelle. Au bout de 3 jours, les provisions d'eau sont épuisées. Les enfants pleurent de soif, les lèvres craquelées, la langue gonflée. Reed fait déjà plusieurs allers-retours avec des barils d'eau pour sauver sa famille. Mais les bœufs commencent à mourir. Certains deviennent fous de soif et partent dans le désert, emportant les wagons qu'ils traînent. Les familles les regardent disparaître avec tous leurs biens, sachant qu'elles ne les reverront jamais. Luke Halloran, un jeune homme de 25 ans tuberculeux, rend son dernier souffle dans ce désert. C'est le premier mort de l'expédition, mais pas le dernier. Il l'enterre dans le sel en se disant que la terre promise de Californie justifie tous ses sacrifices. Il se trompe cruellement. Quand ils atteignent enfin l'autre côté du désert, au bout de 5 jours d'agonie, le bilan est catastrophique. Ils ont perdu 36 bœufs, 4 wagons et la plupart de leurs provisions. Pire encore, ils ont perdu 1 mois entier sur leur planning. Nous sommes début septembre et ils n'ont même pas encore rejoint la piste normale de Californie. L'hiver arrive et ils sont totalement impréparés. Les nerfs craquent, les familles se disputent pour les maigres ressources restantes. L'esquia, enfants pleurent constamment de faim et de soif. Les adultes échangent des regards pleins de reproches muets. Qui est responsable de ce désastre? Pourquoi ont-ils quitté leur ferme confortable de l'Illinois pour cette aventure devenue cauchemar? Le 5 octobre 1846, près de ce qui est aujourd'hui Golconda dans le Nevada, la tension explose. John Snyder,
conducteur de wagon pour la famille Graves, se dispute violemment avec James Reed au sujet du passage sur une côte difficile. Les wagons se bloquent mutuellement. Les bœufs s'en mêlent, tout le monde hurle. Snyder frappe Reed avec le manche de son fouet, ouvrant une plaie béante sur son crâne. Reed tire son couteau et poignarde Snyder au cœur. L'homme s'effondre et meurt dans les bras de sa fiancée. C'est le premier meurtre de l'expédition, mais la violence ne fait que commencer. Les familles tiennent un procès improvisé le soir, même. Certains veulent pendre Reed sur le champ. D'autres plaident les circonstances atténuantes. Finalement, ils décident de bannir Reed sans armes ni provisions. Sa propre famille vote contre lui pour sauver les apparences. Reed part seul à cheval vers la Californie, laissant derrière lui sa femme malade et ses 4 enfants. Margaret Reed sanglote. « Je ne le reverrai jamais. » Elle se trompe. Reed sera celui qui organisera les secours, mais il ne le sait pas encore. Sans Reed, le groupe perd son leader le plus déterminé. Les décisions se prennent au ralenti. Les disputes se multiplient. George Donner, âgé de 60 ans, prend officiellement la direction de l'expédition qui portera désormais son nom. Mais il n'a ni l'autorité ni l'énergie de Reed. Le groupe dérive comme un navire sans capitaine vers son destin tragique. Octobre 1846. L'expédition donnée rejoint enfin la piste principale de Californie le long de la rivière Humboldt dans le Nevada. Ils ont perdu 5 semaines à cause du raccourci maudit. Toutes les autres caravanes de l'année sont déjà arrivées en Californie. Ils sont seuls dans cette immensité désertique avec l'hiver qui approche à grands pas. Les provisions s'amenuisent dangereusement. Ils mangent leurs bœufs un par un, gardant juste ce qu'il faut pour tirer les wagons. William Eddy, un des hommes les plus costauds du groupe, chasse le gibier avec un fusil détraqué. Il tue parfois un lapin, une perdrix, mais c'est insuffisant pour nourrir 87 personnes. Les enfants maigrissent à vue d'œil, leurs joues se creusent, leurs yeux s'enfoncent dans leurs orbites. Le vieux Hartkoop, un Belge de 60 ans qui conduit un wagon pour la famille Kesseberg, ne suit plus le rythme. Ses forces l'abandonnent. Il tombe régulièrement de son siège. Kesseberg le chasse impitoyablement. Il refuse de ralentir pour un vieil homme qui retarde tout le groupe. Hartkoop reste au bord de la piste, suppliant qu'on l'attende. Personne ne se retourne. On retrouvera son squelette blanchi au printemps suivant. William Pike, un jeune homme de 25 ans, meurt accidentellement quand son fusil explose en nettoyage. Sa jeune veuve Harriet reste seule avec ses 2 petites filles. William Foster épouse Harriet quelques jours plus tard, non par amour mais pour que les enfants aient un protecteur. Dans ce monde sans loi, les femmes seules ne survivent pas longtemps. Les montagnes de la Sierra Nevada se dressent devant eux comme un mur gigantesque couronné de neige. Ces pics culminent à plus de 3000 mètres d'altitude. Le passage le plus praticable est le col Truckee, aujourd'hui appelé col Donner en leur mémoire. Mais pour l'atteindre, il faut franchir une dernière étape terrible, la montée vers le lac Truckee. Le 31 octobre 1846, l'expédition Downey atteint le lac Truckee, niché à 1800 mètres d'altitude, au pied du col fatidique. Ils sont à moins de 200 km de leur destination finale. En temps normal, une semaine de voyage suffirait. Mais ils ne sont plus en temps normal. Cette nuit-là, une tempête de neige d'une violence inouïe s'abat sur les montagnes. En une seule nuit, plus d'1 mètre de neige recouvre le sol. Les wagons s'enlisent. Les bœufs ne peuvent plus avancer. Quelques familles tentent quand même de franchir le col, mais la neige atteint déjà 3 mètres de profondeur sur les pentes. Ils doivent rebrousser chemin ou mourir d'épuisement. Le groupe se divise en 3 camps de fortune. La plupart des familles s'installent près du lac Truckee, utilisant les troncs des wagons abandonnés pour construire des abris de fortune. Ces cabanes ne sont que des appentis adossés à des rochers, avec des toits de bâches et de peaux. Les murs laissent passer le vent glacial, le sol est gelé en permanence. La famille Donner, retardée par un essieu cassé, établit son camp à 10 km de là, près d'Alder Creek. George Donner s'est profondément entaillé la main avec une hache en réparant son wagon. La blessure s'infecte rapidement dans ces conditions d'hygiène déplorables. Sa femme, Tamsen, le soigne comme elle peut, mais ils n'ont ni médicaments, ni bandages propres.
Le troisième groupe, mené par Patrick Breen, s'installe dans une cabane de rondins construite l'année précédente par des trappeurs. C'est le seul abri vraiment solide, mais il faut le partager entre plusieurs familles. Breen tient un journal détaillé de leur calvaire. Ces notes lacuniques deviendront le témoignage le plus précieux de cette tragédie. La neige continue de tomber jour après jour, semaine après semaine. En décembre, elle atteint 6 mètres de hauteur autour des cabanes. Les survivants doivent creuser des tunnels pour sortir chercher du bois. Les enfants ne voient plus le soleil pendant des semaines. Cette neige exceptionnelle enterrera littéralement 42 personnes avant le printemps. Novembre 1846. Les maigres provisions de l'expédition donnée s'épuisent rapidement. Ils mangent d'abord leur bœuf restant, puis leurs chevaux, puis leurs mules. La viande gelée se conserve naturellement, mais elle devient dure comme de la pierre. Il faut la faire fondre près du feu pendant des heures pour pouvoir la mâcher. Quand il ne reste plus d'animaux de trait, ils mangent leurs chiens. Même, les animaux de compagnie y passent. Le petit chien des enfants, Reed, le chat de Tamsen Donner. Chaque animal abattu représente quelques jours de sursis, mais aussi la perte d'un compagnon fidèle. Les enfants pleurent leurs animaux autant que les adultes disparus. Puis vient le tour du cuir. Ils font bouillir leurs harnais, leurs bottes, leurs ceintures. Cette soupe de cuir n'a aucun goût et presque aucune valeur nutritive, mais elle remplit l'estomac et donne l'illusion de manger. Virginia Reed écrit « Nous mâchons nos lacets de chaussures comme du chewing-gum. » L'humour noir l'aide à supporter l'insupportable. Les os sont broyés et bouillis pour en extraire la moelle. Même les os qu'ils avaient jetés aux chiens sont récupérés et recuits. Ils mangent les sabots de leurs animaux, grillés jusqu'à devenir tendres. Ils avalent de la colle faite avec des peaux, de la sciure de bois, n'importe quoi qui peut tromper leur estomac, torturé par la faim. William Eddy continue de chasser dans la neige avec ses dernières cartouches. Il tue parfois un écureuil, une souris. Mais le gibier se fait rare en hiver. Les animaux ont fui vers des altitudes plus clémentes ou hibernent dans des terriers inaccessibles. Eddy maigrit de 30 kilos en 2 mois. Ses côtes saillent sous sa peau, ses joues se creusent, ses yeux brillent d'une lueur fiévreuse. Les enfants souffrent le plus. Leurs organismes en croissance ont besoin de plus de calories, mais ils reçoivent les plus petites rations. Certains parents sacrifient leur propre nourriture pour leurs enfants, accélérant leur propre déclin. D'autres gardent tout pour eux, argumentant qu'un adulte vivant peut mieux protéger ses enfants qu'un parent mort. Décembre 1846. Augustus Spitzer, un jeune Allemand de 30 ans, est le premier à mourir de faim dans les camps. Son corps décharné ne pèse plus que 40 kilos. Ses compagnons l'enterrent dans la neige gelée, mais la terre est si dure qu'ils ne peuvent creuser qu'une fosse de quelques centimètres. Les corps s'accumulent autour des cabanes comme des statues de glace. Baylis Williams, le conducteur de Zandozo, wagon de James Reed, suit de près. À 25 ans, il était robuste et plein de vie au départ d'Illinois. Il agonise pendant des jours, délirant de faim et de froid. Sa sœur Elisa le veille jusqu'à son dernier souffle, mais elle ne peut rien faire que tenir sa main squelettique et prier pour que sa souffrance finisse. Charles Burger, surnommé Dutch Charlie, abandonne tout espoir. Il refuse de se lever, de chercher du bois, de participer aux corvées. Il reste allongé face au mur, attendant la mort comme une délivrance. Ses compagnons de cabane l'entendent murmurer des prières en allemand avant de sombrer dans le silence éternel. Il a 30 ans et laisse derrière lui une femme et des enfants en Allemagne qui ne sauront jamais ce qui lui est arrivé. Les corps s'accumulent, mais un problème terrible se pose. Que faire des morts? La terre est gelée sur plusieurs mètres de profondeur. Impossible de creuser des tombes décentes. Les survivants empilent les corps dans la neige, espérant les enterrer correctement au printemps. Mais ce printemps semble ne jamais devoir venir. Patrick Breen note dans son journal « Très froid aujourd'hui. Nous n'avons rien à manger que du cuir bouilli. Spitzer est mort cette nuit. Nous l'avons mis dehors avec les autres. » Ces mots laconiques cachent une réalité atroce. Les corps s'entassent autour des cabanes comme des bûches,
et les survivants doivent vivre au milieu de cette morgue à ciel ouvert. L'odeur de la mort imprègne tout. Même par grand froid, les corps en décomposition dégagent une puanteur insoutenable. Les enfants ont des cauchemars, les adultes sombrent dans la dépression. Comment conserver sa santé mentale quand on vit littéralement entouré de cadavres? 15 décembre 1846. Franklin Graves, charpentier de métier, fabrique 14 paires de raquettes avec des cerceaux de tonneaux et des lanières de cuir. C'est leur dernière chance. Un groupe doit tenter de franchir les montagnes à pied pour chercher du secours. Ils appellent cette mission Forlorn Hope, l'espoir désespéré. 17 volontaires se portent candidats pour cette mission suicide. 5 hommes, 12 femmes et enfants. Ils savent qu'ils ont peu de chances de survivre, mais rester signifie mourir à coup sûr. Sarah Fosdick, 21 ans, embrasse ses enfants une dernière fois, sachant qu'elle ne les reverra probablement jamais. Harriet Pike confie ses 2 petites filles à d'autres femmes avec des instructions déchirantes. Si je ne reviens pas, dites-leur que leur maman les aimait plus que sa propre vie. William Eddy laisse sa femme Eleanor et leurs 2 enfants, Margaret, 3 ans, et James, 1 an. Eleanor glisse secrètement un morceau de viande d'ours dans le sac de son mari, leur dernière réserve. Elle préfère mourir de faim que de laisser partir William sans provision. Ce geste d'amour lui sauvera la vie quelques semaines plus tard. Le groupe de l'espoir désespéré emporte 6 jours de ration. Quelques lanières de bœuf séché, un peu de sucre et de café. Ils pensent atteindre la vallée de Sacramento en 1 semaine maximum. En réalité, il leur faudra 33 jours pour parcourir 160 km dans la neige. 7 seulement survivront à cette épreuve infernale. Charles Stanton, héros méconnu de cette tragédie, fait partie du groupe malgré son épuisement. Ce célibataire de 35 ans était parti plusieurs semaines plus tôt chercher des secours à Sutter's Fort. Il était revenu avec des provisions et 2 guides indiens, Louis et Salvador, sauvant temporairement l'expédition. Maintenant, il repart pour sauver ceux qui restent, bien qu'il soit déjà à bout de force. 16 décembre 1846, 6 heures du matin. L'espoir désespéré quitte les cabanes dans un silence de mort. Seuls les pleurs étouffés des femmes et des enfants accompagnent leur départ. Ils s'enfoncent dans une neige qui atteint parfois 4 mètres de profondeur. Même avec les raquettes, chaque pas est un combat épuisant. Charles Burger et le petit William Murphy, 10 ans, abandonnent dès le premier jour. Leurs forces les trahissent, ils retournent vers les cabanes en pleurant. Lemuel Murphy, 12 ans, continue courageusement sans raquette, marchant dans les traces des adultes. Son héroïsme enfantin impressionne même les hommes les plus durs. Le deuxième jour, ils franchissent enfin le col à 2100 mètres d'altitude. La vue sur la vallée de Californie leur redonne espoir. Ils aperçoivent des terres sans neige au loin. Mais c'est un mirage trompeur. Entre eux et la sécurité s'étendent encore des dizaines de kilomètres de montagnes hostiles. Le 18 décembre, une tempête épouvantable s'abat sur le groupe. Le vent hurle à plus de 100 km par heure. La neige les aveugle. La température chute à moins 30 degrés Celsius. Ils passent 3 jours blottis sous des couvertures trempées, sans feu, grignotant leur maigre ration. Mary, grave, 20 ans, écrit plus tard. « J'ai cru que nous allions tous mourir gelés cette nuit-là. Le vent traversait nos vêtements comme s'ils n'existaient pas. » Ils perdent rapidement leurs repères. Luis et Salvador, les 2 guides indiens, connaissent bien la région en temps normal, mais cette neige exceptionnelle transforme le paysage en labyrinthe blanc. Même eux se perdent dans cette immensité hostile. Les pins géants disparaissent dessous la neige, ne laissant dépasser que leur cime. Impossible de s'orienter dans ce monde devenu méconnaissable. 21 décembre 1846, solstice d'hiver. Charles Stanton s'effondre dans la neige et refuse de se relever. Épuisé par des mois de malnutrition, aveuglé par l'éclat de la neige, il n'a plus la force de continuer. Ses compagnons le supplient de faire un effort, mais il secoue faiblement la tête. « Continuez sans moi. Je vais juste me reposer un moment. » Ils savent tous qu'il ment. Se reposer dans cette neige signifie mourir de froid. Les autres membres de l'espoir désespéré n'ont pas le choix.
Ils abandonnent Stanton à son sort. Ils entendent ses appels s'affaiblir derrière eux, puis plus rien. Cet homme courageux qui avait risqué sa vie pour sauver des étrangers meurt seul dans la neige. Son sacrifice hantera les survivants jusqu'à leur mort. 3 jours plus tard, c'est au tour d'Antoine, un berger français engagé par les donneurs. Il s'effondre d'épuisement et expire rapidement. Puis Franklin Graves, le fabricant de raquettes, succombe à son tour. En 48 heures, l'espoir désespéré perd 3 de ses membres les plus forts. Les survivants affrontent alors le choix le plus horrible de leur existence. Ils n'ont plus de nourriture depuis 2 jours. Leur corps squelettique puise dans leur dernière réserve de graisse et de muscles. Dans quelques heures, ils seront trop faibles pour continuer et mourront tous dans la neige. Autour d'eux gisent les corps de leurs compagnons morts, chair fraîche préservée par le froid. William Foster, le plus pragmatique du groupe, brise le tabou en premier. Si nous ne mangeons pas, nous mourrons tous. Ces hommes sont morts. Nous ne pouvons plus rien pour eux, mais ils peuvent encore nous sauver la vie. Certains refusent avec horreur, d'autres comprennent la logique implacable de la survie. Mary Graves s'écroule en sanglots. Elle doit manger son propre père pour survivre. Ils découpent les corps gelés avec leur couteau de fortune. La chair est dure comme de la pierre. Il faut la faire griller sur de petits feux pour pouvoir la mâcher. Le goût est indescriptible. Ni bœuf ni porc. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'humain. Certains vomissent les premières bouchées, mais la faim finit par l'emporter sur le dégoût. Ils établissent des règles macabres. Personne ne mange un membre de sa propre famille. Les morceaux sont répartis équitablement. Ils évitent soigneusement de regarder ce qu'ils mangent, se concentrant sur une seule idée: survivre pour sauver ceux restés dans les cabanes. Cette chair humaine leur redonne des forces, mais elle empoisonne leurs âmes pour le reste de leur existence. 25 décembre 1846, jour de Noël. L'espoir désespéré erre toujours dans les montagnes, survivant grâce à la chair de leurs compagnons morts. Ils portent des sacs de cuir remplis de viande humaine découpée en lanières. Luis et Salvador, les 2 guides indiens envoyés par le capitaine Sutter, commencent à comprendre ce qui les attend s'ils faiblissent. Ces 2 jeunes Miwoks, de 19 et 20 ans, ont risqué leur vie pour aider des étrangers blancs. Ils connaissent parfaitement ces montagnes, mais cette neige exceptionnelle les désoriente. Ils voient leurs compagnons de route se transformer en cannibales et réalisent qu'ils seront les prochaines victimes si la situation empire. Discrètement, ils s'éloignent du groupe pendant la nuit. William Foster les rattrape le lendemain matin. Armé d'un fusil, il les accuse de désertion et de vol de provisions. En réalité, les 2 Indiens n'ont rien volé. Ils tentent juste de sauver leur peau. Mais Foster a perdu toute humanité après des semaines de famine. Il abat Louise d'une balle dans la tête, puis exécute Salvador qui supplie pour sa vie. Ce double meurtre marque un tournant atroce dans l'histoire de l'espoir désespéré. Pour la première fois, il ne se contente plus de manger les morts naturels. Il tue pour se nourrir. Les corps des 2 Indiens sont immédiatement dépecés et consommés. Foster justifie son crime en prétendant que les Indiens ne sont que des animaux. Cette déshumanisation lui permet de dormir la conscience tranquille. Mary Graves refuse catégoriquement de toucher à cette chair souillée par le meurtre. Elle préfère jeûner plutôt que de devenir complice d'un assassinat. Mais d'autres membres du groupe, trop affaiblis pour faire le difficile, mangent les guides qui avaient risqué leur vie pour les sauver. Cette trahison sanglante restera l'épisode le plus honteux de toute l'expédition d'Oneer. 17 janvier 1847. Après 33 jours d'errance dans l'enfer blanc, les 7 survivants de l'espoir désespéré émergent enfin des montagnes. Ils ressemblent à des squelettes ambulants, leurs vêtements en lambeaux, leurs visages creusés par la famine, leurs yeux brillants d'une lueur de folie. William Eddy a perdu 35 kilos et pèse moins de 50 kilos pour 1,80 m. Ce sont des Indiens nisénants qui les trouvent en premier, errant dans la vallée comme des morts vivants. Ces Indiens pacifiques leur donnent de la nourriture et des vêtements chauds, sauvant leur vie une fois de plus. L'ironie est cruelle. Après avoir assassiné et mangé 2 de leurs frères indiens, les survivants blancs sont secourus par d'autres Indiens qui ignorent leurs crimes. Eddy arrive au ranch Johnson le 18 janvier, soutenu par 2 Indiens compatissants.
Harriet Ritchie, 17 ans, éclate en sanglots en voyant cet homme squelettique qui titube comme un fantôme. Elle n'arrive pas à croire qu'un être humain puisse survivre dans un tel état de décomposition physique. Eddie s'effondre sur le seuil, à bout de force, après avoir marché 160 km dans la neige profonde. Les 6 autres survivants sont récupérés quelques kilomètres plus loin, prostrés dans la boue, incapables de faire un pas de plus. Sarah Foster, Mary Graves, Harriet Pike, Amanda McCutcheon et les 2 autres femmes sont transportées sur des civières de fortune vers le ranch. Elles délireront pendant plusieurs jours, revivant les horreurs qu'elles ont endurées dans les montagnes. La nouvelle de la tragédie se répand comme une traînée de poudre dans toute la Californie. Des journaux tirent « Cannibale dans la Sierra ». Les détails sordides sont exagérés, transformés, romancés, mais la réalité est déjà suffisamment atroce sans avoir besoin d'embellissement. 81 personnes restent bloquées dans les montagnes, condamnées à mourir si les secours n'arrivent pas rapidement. Pendant que l'espoir désespéré luttait dans les montagnes, l'enfer continuait dans les camps du lac Truckee. Janvier 1847 est le mois le plus meurtrier. Les corps s'accumulent autour des cabanes. Milt Elliott, le fidèle conducteur de James Reed, s'éteint le 9 janvier à 28 ans. Baylis Williams suit le 14 janvier. Puis c'est au tour de John Murphy, 16 ans, qui agonise pendant des jours avant de rendre son dernier souffle. Les survivants n'ont plus la force de sortir les corps des cabanes. Ils vivent littéralement avec les morts, dormant à côté des cadavres gelés de leurs proches. L'odeur de la décomposition imprègne leurs vêtements, leurs cheveux, leur peau. Certains enfants jouent avec les corps comme s'il s'agissait de mannequins, leur innocence les protégeant de l'horreur de la situation. Levina Murphy, veuve, courageuse qui voyageait avec ses nombreux enfants, commence à perdre la raison. Elle passe ses journées à parler aux morts comme s'ils étaient encore vivants, leur servant des repas imaginaires, leur racontant des histoires. Ses enfants survivants la regardent avec terreur, ne reconnaissant plus leur mère dans cette femme qui dialogue avec des fantômes. Patrick Breen continue de tenir son journal avec une précision morbide. 21 janvier. Très froid, vent du nord-ouest. Landrum Murphy est mort cette nuit. Nous l'avons sorti ce matin. Il pesait peut-être 30 kilos. Nous n'avons plus rien à manger que du cuir bouilli. Ces notes lacuniques cachent des drames familiaux déchirants, des parents qui regardent leurs enfants mourir de faim sans pouvoir rien faire. Le cannibalisme devient une routine quotidienne, dans les camps. Plus personne ne se choque de voir découper un corps humain pour le repas du soir. Les enfants apprennent à distinguer les bons morceaux des mauvais. Virginia Reed, 13 ans, écrit dans son journal « Nous avons mangé grand-père aujourd'hui. Maman a dit qu'il était content de nous nourrir une dernière fois. L'horreur est devenue normale. James Reed, exilé des mois plus tôt, organise fébrilement les secours depuis la Californie. Il a réussi à traverser seul les montagnes avant les neiges et alerte les autorités de Sutter's Fort. Mais convaincre des hommes de risquer leur vie dans la Sierra enneigée n'est pas facile. La plupart des Californiens refusent cette mission suicide pour sauver des étrangers. Reed recrute finalement 7 volontaires courageux, motivés par l'argent et la gloire. Le premier secours quitte Sutter's Fort le 4 février 1847 avec des provisions, des médicaments et surtout l'espoir de ramener des survivants. Ils portent des raquettes et des vêtements chauds, mais ils ignorent l'ampleur du désastre qui les attend. La montée vers les camps prend 2 semaines dans des conditions épouvantables. La neige atteint par endroits 8 mètres de profondeur. Les sauveteurs doivent installer des camps de base, constituer des dépôts de vivres, ouvrir une piste praticable pour redescendre avec les survivants. Certains abandonnent en route, découragés par l'ampleur de la tâche. Le 19 février 1847, les 7 sauveteurs atteignent enfin le lac Truckee. Ce qu'ils découvrent dépasse leur pire cauchemar. Des corps démembrés jonchent la neige autour des cabanes. Des ossements humains blanchis traînent près des feux de camp. L'odeur de chair grillée imprègne l'air glacé. Ils viennent de pénétrer dans un camp de cannibales. Akia Glover, chef du premier secours, note dans son rapport « Les survivants ressemblent à des squelettes ambulants. Leurs yeux brillent d'une lueur de folie. Ils nous accueillent en tenant des morceaux de chair humaine qu'ils étaient en train de faire cuire.
Certains enfants ne reconnaissent plus leurs propres parents. Le spectacle traumatise ces hommes endurcis. 23 personnes sont encore vivantes dans les camps, mais toutes ne pourront pas être évacuées. Les sauveteurs n'ont des provisions que pour 15 jours de voyage, et certains survivants sont trop faibles pour marcher dans la neige. Il faut faire des choix déchirants. Qui sauver en premier? Qui abandonner à une mort certaine? Le premier secours emmène 21 survivants, principalement des enfants et des femmes encore capables de marcher. Ils laissent derrière eux 12 personnes trop faibles ou trop malades pour entreprendre le voyage. Principalement la famille Donner à Alder Creek et quelques adultes épuisés près du lac. Tamsen Donner refuse de partir sans son mari George, cloué au lit par son infection. « Je ne l'abandonnerai pas après 20 ans de mariage », déclare-t-elle au sauveteur. Elle confie ses 3 petites filles au secours mais reste auprès de son époux mourant. Cette décision héroïque lui coûtera la vie. Elle ne quittera jamais les montagnes. Le voyage de retour tourne au cauchemar. Les survivants évacués sont si faibles qu'ils s'effondrent tous les 100 mètres. Les sauveteurs doivent porter les enfants sur leurs épaules. Virginia Reed s'évanouit dans la neige et manque de mourir d'épuisement. Sa mère Margaret, pourtant tuberculeuse, trouve la force de porter sa fille sur des kilomètres. À mi-chemin, une nouvelle tempête bloque le groupe pendant 3 jours. Ils établissent un camp de fortune appelé plus tard Starved Camp, le camp de la famine. Sans abri et presque sans nourriture, ils voient mourir 3 personnes en Meemetanpo'o. Une nuit, Isaac Donner, 5 ans, Ada Kesseberg, 3 ans, et Franklin Graves Jr., 5 ans. Les adultes survivants mangent les corps des enfants morts pour ne pas mourir à leur tour. James Reed organise immédiatement une 2e expédition de sauvetage. Il fait partie personnellement de cette mission, déterminé à retrouver sa femme et ses enfants restés dans les camps. Le 2e secours compte 10 hommes bien équipés et motivés. Ils partent le 7 mars 1847 avec des provisions pour 1 mois. En route, ils croisent les survivants du premier secours au Starved Camp. Reed retrouve enfin sa famille. Sa femme Margaret et ses 2 plus jeunes enfants ont survécu au premier secours. Mais Virginia et son petit frère Tommy sont restés dans les camps, trop faibles pour entreprendre le voyage. Reed doit choisir entre sa famille sauvée et ses enfants encore en danger. Le 2e secours atteint les camps le 1er mars. Il trouve 13 survivants dans un état encore pire qu'au mois précédent. Louis Kesseberg, seul homme adulte encore vivant, a manifestement survécu en se nourrissant exclusivement de chair humaine. Des restes humains cuisinés traînent dans sa cabane. Il ne montre aucune honte de son cannibalisme. George Donner est mort depuis plusieurs jours, mais Tamsen refuse toujours de partir. Elle veut rester auprès du corps de son mari et s'occuper de la petite Sammy Donner, trop faible pour voyager. « Mes enfants ont besoin de moi », dit-elle au sauveteur. En réalité, elle a perdu l'espoir et préfère mourir avec dignité plutôt que d'abandonner les plus vulnérables. Le 2e secours repart avec 14 survivants, laissant seulement Kesseberg, Tamsen Donner et quelques enfants mourants. Reed emmène ses propres enfants, mais doit abandonner d'autres familles. Cette décision le hantera jusqu'à sa mort. Pouvait-il sauver tout le monde? Devait-il sacrifier sa famille pour d'autres? Le 3e secours part le 13 mars avec seulement 4 hommes. Découragé par l'ampleur de la tragédie, il trouve les camps dans un état d'horreur indescriptible. Tamsen Donner gît morte dans la neige, son corps partiellement dévoré. Kesseberg vit seul au milieu d'un charnier humain, entouré d'ossements et de restes humains. La petite Sammy Donner, 3 ans, est morte de froid quelques jours plus tôt. Son corps minuscule gît près du feu, à côté d'autres restes humains en cours de cuisson. Kesseberg explique calmement au sauveteur qu'il a mangé l'enfant pour survivre. Il ne montre aucun remords, aucune émotion. La faim l'a transformé en monstre. Les sauveteurs découvrent que Kesseberg possède des bijoux et de l'or appartenant aux familles Donner. Ils l'accusent d'avoir tué Tamsen pour la voler, mais il nie avec véhémence. « Elle était déjà morte quand je l'ai trouvée », affirme-t-il. Impossible de prouver sa culpabilité, mais les soupçons l'accompagneront toute sa vie. Le 3e secours emmène les derniers survivants capables de marcher, principalement des enfants, donnés devenus orphelins. Il laisse Kesseberg seul avec les morts.
espérant secrètement qu'il périra dans les montagnes. Mais cet homme, au cœur de pierre, survivra encore plusieurs semaines en se nourrissant des cadavres. Le quatrième et dernier secours part le 13 avril 1847, 3 mois après les premiers sauvetages. Cette fois, c'est plus une mission de nettoyage qu'un véritable sauvetage. Les membres de l'expédition s'attendent à ne trouver que des morts dans les camps maudits. À leur grande surprise, Lewis Keseberg est encore vivant. Il a survécu 6 semaines seul dans cet enfer blanc, se nourrissant exclusivement de chair humaine. Il a même engraissé pendant cette période macabre, preuve de son régime cannibale. Les sauveteurs le trouvent en train de faire cuire des morceaux du corps de Tamsen Donner dans une marmite. Keseberg possède maintenant des centaines de dollars en or et en bijoux récupérés sur les morts. Il prétend avoir trouvé ce trésor dans les affaires abandonnées, mais les sauveteurs sont convaincus qu'il a tué et dépouillé ses compagnons. Ils l'accusent ouvertement de meurtre, mais Keseberg maintient son innocence avec un calme glaçant. « J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre », déclare-t-il sans la moindre émotion. « Si vous aviez vécu ce que j'ai vécu, vous auriez fait pareil. » Cette froide logique horrifie les sauveteurs, habitués au remords et au regret des autres. Survivant. Keseberg semble avoir perdu toute trace d'humanité. Le 21 avril 1847, Keseberg quitte enfin les camps de la mort, emmené de force par le 4e secours. Il est le dernier survivant de l'expédition Donner, celui qui a vu mourir tous les autres. Il emporte avec lui les secrets les plus sombres de cette tragédie. Qui a tué qui? Qui a mangé qui? La vérité mourra avec lui. L'expédition Donner s'achève sur un bilan catastrophique. 42 morts sur 87 participants, soit près de la moitié du groupe. Les familles ont été décimées, les enfants rendus orphelins, les survivants traumatisés à vie. Cette tragédie devient immédiatement le symbole des dangers de la conquête de l'Ouest américain. Les statistiques révèlent des patterns troublants. Les hommes adultes ont eu le taux de mortalité le plus élevé. 66% des hommes de 20 à 39 ans sont morts, contre seulement 29% des femmes du même âge. Les femmes supportent mieux la famine grâce à leurs réserves de graisse et leur métabolisme plus lent. Cette différence biologique a sauvé de nombreuses vies féminines. Les enfants très jeunes, moins de 6 ans, ont eu un taux de mortalité de 62%, leur petit corps ne résistant pas à la malnutrition. Paradoxalement, les enfants de 6 à 14 ans s'en sont mieux sortis que les adultes. Leur organisme plus adaptable à mieux gérer les privations. Aucun adulte de plus de 49 ans n'a survécu à l'hiver. Les familles nombreuses ont eu plus de chances de survie, pouvant s'entraider et partager les tâches. Les célibataires isolés sont morts en premier, n'ayant personne pour les soigner pendant leur maladie. La solidarité familiale a été un facteur de survie crucial dans cette épreuve inhumaine. Le cannibalisme a touché la plupart des survivants, directement ou indirectement. Seules quelques personnes ont refusé catégoriquement de manger de la chair humaine, préférant mourir de faim. Mais même elles ont bénéficié de la survie des autres grâce au cannibalisme. Sans cette transgression ultime, personne n'aurait vécu assez longtemps pour être secouru. James Reed devient une figure respectée de la Californie naissante. Il fonde la ville de San José et prospère dans l'immobilier. Mais il ne se remet jamais complètement de la culpabilité d'avoir survécu quand tant d'autres sont morts. Il évite de parler de l'expédition Donner et interdit à sa famille d'évoquer ses souvenirs douloureux. Sa fille Virginia épouse très jeune et change de nom, espérant échapper à la notoriété macabre de l'expédition Donner. Mais les journalistes la retrouvent régulièrement pour l'interroger sur ses souvenirs d'enfance. Elle finit par écrire ses mémoires en 1891, 45 ans après les événements, livrant un témoignage poignant sur la tragédie. Lewis Keseberg s'installe en Californie mais reste marqué à vie par sa réputation de cannibale. Les journaux l'ont surnommé « l'ogre de la Sierra » et les gens se signent en le croisant dans la rue. Il ouvre plusieurs commerces qui font tous faillite, car les clients refusent d'acheter chez le mangeur d'hommes. Il meurt dans la pauvreté et l'isolement en 1895. William Eddy, héros de l'espoir désespéré, perd sa femme et ses 2 enfants dans la tragédie. Il se remarie mais ne retrouve jamais sa joie de vivre.
Il développe une haine tenace contre Keseberg, qu'il accuse d'avoir tué sa famille. Pendant des années, il menace de le tuer pour venger ses proches morts. Mary Graves, qui a dû manger son propre père pour survivre, ne s'en remet jamais psychologiquement. Elle épouse un homme qui sera assassiné quelques années plus tard. Elle cuisine alors les repas de l'assassin en prison pour s'assurer qu'il vive assez longtemps pour être pendu. « Je souhaiterais pouvoir pleurer, mais je ne peux pas », confie-t-elle plus tard. « Si j'arrivais à oublier cette tragédie, peut-être que je saurais à nouveau comment pleurer. » La tragédie donnée ne ralentit pas l'expansion vers l'ouest, contrairement aux attentes. Paradoxalement, elle renforce l'attrait de la Californie en prouvant que même les pires épreuves ne peuvent arrêter la détermination américaine. Les journaux présentent souvent les survivants comme des héros qui ont triomphé de l'adversité. Le raccourci Hastings est immédiatement abandonné par les futurs pionniers. Lunsford Hastings, responsable de la tragédie, disparaît de la scène publique. Sa réputation est ruinée, ses rêves de gloire anéantis. Il tentera plus tard de coloniser le Brésil, mais échouera lamentablement dans toutes ses entreprises. L'histoire de l'expédition Donné inspire immédiatement les écrivains et journalistes. Dès 1847, des récits sensationnalistes circulent dans tout le pays, mélangeant faits réels et affabulations. Le cannibalisme fascine et horrifie en même temps, créant une légende noire qui dépasse rapidement la réalité historique. Les enfants survivants deviennent des curiosités publiques. On les invite dans des foires pour raconter leurs souvenirs d'horreur. Certains refusent catégoriquement et changent d'identité pour échapper à cette exploitation morbide. D'autres embrassent leur notoriété et gagnent leur vie en témoignant de leur expérience. Le site des camps devient rapidement un lieu de pèlerinage macabre. Dès 1854, des touristes viennent visiter les ruines des cabanes et chercher des ossements humains comme souvenirs. Un commerce morbide se développe autour de la tragédie. Faux reliques, guides fantaisistes, récits inventés, les leçons d'une tragédie. L'expédition Donné illustre tragiquement les dangers de l'hubris humain face à la nature. George Donner et James Reed étaient des hommes intelligents et prospères, mais leur arrogance les a aveuglés sur les réalités du voyage transcontinental. Ils ont cru pouvoir améliorer une route testée par des milliers de pionniers avec des conséquences catastrophiques. La tragédie révèle aussi la rapidité avec laquelle la civilisation peut s'effondrer dans des conditions extrêmes. En quelques semaines, des familles respectables du Middle West se transforment en cannibales luttant pour leur survie. Les liens sociaux se distendent, la morale s'efface, seul l'instinct de survie subsiste. Le rôle des guides et des experts autoproclamés apparaît crucial dans cette tragédie. Hastings a entraîné 87 personnes vers la mort par vanité et appât du gain, sans aucune expérience réelle du terrain. James Bridger et Louis Vasquez ont caché des informations vitales pour des motifs commerciaux. Ces négligences criminelles ont coûté 42 vies humaines. L'importance de la solidarité familiale ressort nettement des statistiques de survie. Les personnes isolées sont mortes en premier, tandis que les familles nombreuses ont mieux résisté à l'épreuve. L'entraide, le partage des tâches et le soutien moral ont été des facteurs de survie déterminants. Plus de 175 ans après les événements, l'expédition Donné continue de fasciner l'imaginaire collectif américain. Elle symbolise à la fois le courage et la folie des pionniers, leur détermination héroïque et leur naïveté mortelle. Cette ambiguïté fait de la tragédie un mythe fondateur de la Californie moderne. Le lac Truckee a été rebaptisé lac Donné en mémoire des victimes. Le col qui leur a été fatal porte maintenant leur nom, Donné Pass. Ces appellations perpétuent le souvenir de leur sacrifice, transformant un lieu de mort en monument historique. Chaque hiver, quand la neige recouvre à nouveau ses sommets, on se souvient de leur agonie. Les descendants des survivants portent encore aujourd'hui le poids de cette histoire familiale. Certains en sont fiers, y voyant la preuve de la résistance exceptionnelle de leurs ancêtres. D'autres préfèrent l'oublier, gênés par les aspects les plus sombres de leur héritage. Cette ambivalence traverse les générations. L'expédition Donné pose des questions morales universelles. Jusqu'où peut-on aller pour survivre? Le cannibalisme de survie est-il justifiable? Comment juge-t-on des actes commis dans des circonstances exceptionnelles? Ces interrogations dépassent le cadre historique pour toucher à l'essence même de la condition humaine.
La tragédie rappelle enfin que derrière les grandes épopées de l'histoire se cachent souvent des drames humains terrifiants. La conquête de l'Ouest américain, vue de loin, apparaît comme une marche triomphale vers le progrès. Vue de près, à travers le prisme de l'expédition donnée, elle révèle son coût humain effroyable. Des familles détruites, des enfants orphelins, des survivants traumatisés à vie. En avril 1847, quand Lewis Keseberg quitte enfin les camps maudits, il ferme la page la plus sombre de la conquête de l'Ouest. Mais cette page, une fois écrite avec le sang et les larmes de 87 pionniers, ne sera jamais effacée de la mémoire collective américaine. L'expédition donnée restera à jamais le symbole de ce que l'homme peut endurer, et de ce qu'il peut devenir quand la survie devient le seul horizon.